Je suis vraiment très honoré aujourd'hui de recevoir Francis Démier, que vous connaissez déjà, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université que l'on appelait avant Paris 10 et qui maintenant s'appelle Paris-Ouest, Nanterre-La Défense, et qui est un grand spécialiste de l'histoire de la France du XIXe siècle, auteur de nombreux ouvrages, essentiellement sur la Restauration. J'ai regardé dans la bibliothèque du comité d'histoire, nous avons La France de la Restauration, publié chez Gallimard dans la collection Folio Histoire. Je voulais tout de même signaler, l'occasion m'en est donnée, de vous présenter cet ouvrage que Francis Démier a préparé pour la ville de Paris l'année dernière. Alors, il s'intitule « Germaine Berton, anarchiste et meurtrière, son procès en cour d'assises en 1923 ». Donc, les archives de Paris ont publié, avec Francis Démier, toute la documentation du procès, tous les dessins, l'autobiographie de Germaine Berton, les papiers du procès que vous pouvez revivre. Et comme la ville fait les choses en grand, il est en vente à 10 €. Donc vous n'avez pas d'excuse pour une fois. Et alors, monsieur Démier, qui est un des piliers du comité d'histoire, je tiens à le signaler, qui est l'institution qui organise ces conférences depuis de nombreuses années, vient de sortir un livre que je ne peux pas vous montrer parce que la bibliothèque du comité d'histoire ne l'a pas encore reçu, mais ce ne serait tardé, vient de publier un livre intitulé « La liberté guidant le peuple ». La liberté guidant le peuple, publié chez Hatier. La liberté guidant le peuple, c'est naturellement le titre de ce très célèbre tableau de Delacroix qui est exposé au Louvre, à Richelieu, et à travers lequel il nous raconte l'histoire des Trois Glorieuses. Le livre est en vente à la librairie du Petit Palais. Et je remercie beaucoup Francis Démier d'avoir accepté de nous présenter aujourd'hui son livre et son travail sur cette période encore mal connue. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Frédéric. Oui, la conférence portera donc sur le Paris des Trois Glorieuses, mais il faut faire des choix. L'ensemble des conférences portent sur le Paris du 1er 19e siècle, et donc j'insisterai surtout sur le cadre de ces Trois Glorieuses, c'est-à-dire la ville de Paris, le paysage parisien, beaucoup plus que sur les événements politiques, qui sont pourtant très importants, qui marquent une véritable coupure dans l'histoire de la France du 19e siècle, dont on considère du reste que, d'une certaine manière, ils apportent la touche finale à la Révolution de 1789. Mais bon, j'insisterai surtout aujourd'hui sur le cadre parisien dans lequel se sont déroulées ces journées. Et je crois qu'il faudrait commencer peut-être chez le sentiment que les conférences du reste qui m'ont précédé étaient surtout à vocation politique. Je voudrais au moins rapidement essayer de vous dessiner le cadre parisien et insister sur les changements considérables que Paris a connus pendant la période qui va de la fin du Premier Empire jusqu'à la Révolution de 1830. Ces modifications de Paris, qui pèsent sur le destin des journées des Trois Glorieuses, ce sont d'abord des modifications liées à la croissance de la population de Paris. Paris a stagné pendant l'épisode révolutionnaire. Paris avait un tout petit peu plus de 600 000 habitants au moment de la chute de l'empereur. Et un recensement a été fait en 1831. Paris a 785 862 habitants en 1831. Donc vous voyez, presque 200 000 habitants, une croissance remarquable qui contraste du reste avec la croissance beaucoup plus lente, même très lente finalement, des grandes villes françaises. Le rythme de la croissance de Paris est 3,5 fois supérieur à celui de la moyenne des villes françaises. Donc on a un phénomène un peu exceptionnel, qui était déjà sensible sous l'Ancien Régime, et qui est encore plus remarquable dans ce début du XIXe siècle, et qui est lié bien sûr à un rythme des naissances qui est plus important à Paris que dans la moyenne nationale, mais dans la mesure où la mortalité est aussi plus importante que dans le reste de la France, le croît naturel de la population est très modeste. Par croît naturel de population, Paris gagne à peine 6 000 habitants chaque année. Ce qui veut donc dire que les 200 000 habitants que je viens d'évoquer pendant la période sont essentiellement des migrants. Et Paris est donc le cadre spécifique, typique justement de ce phénomène de migration
la première vague de migration importante du 19e siècle. Il y en aura d'autres, mais celle-là est assez importante et qui a comme caractéristique précisément de se concentrer sur Paris. Il y a assez peu de migrants qui viennent de la campagne et qui vont vers les grandes villes, un peu sur Lyon, Marseille et Bordeaux, mais le gros des migrations vont vers Paris. Alors, ce qu'il faut souligner, pourquoi ces migrations, pourquoi cette croissance de la population ? Eh bien, ça tient au fait qu'avec la Révolution et l'Empire, et le phénomène s'accentue avec la Restauration, à partir de 1815, la capitale a changé de nature. On disait que Paris, à la fin de l'Ancien Régime, était encore une ville de consommation. On parlait aussi de ville d'appointement, centre des Lumières, ville intellectuelle. Paris devient désormais une ville industrielle. Et donc, tout change avec ce phénomène. Et Paris, très rapidement même, devient la première ville industrielle de France, en concurrence avec Lyon, liée à la soie. Mais nous avons effectivement un grand tournant qui fait de Paris la source majeure de concentration des richesses dans le premier 19e siècle. C'est un grand tournant, du reste, qui a cassé les sources de richesse du 18e siècle, qui étaient celles de la France atlantique, la périphérie française, les ports, et qui, avec la Révolution, les guerres napoléoniennes, le blocus, a concentré l'activité économique sur Paris, qui est devenu un centre européen, et qui en même temps a concentré les activités financières en particulier. Et la plupart des grands banquiers parisiens sont montés à Paris, sont venus de province pendant cette période de la Révolution et de l'Empire. Et donc Paris a bénéficié de cette espèce de centralisation politique, administrative, mais aussi centralisation économique, qui fait de cette ville, effectivement, une ville exceptionnelle, pas seulement du reste en France, mais à l'échelle de l'Europe. Et du reste, le grand problème des Alliés, vous savez, le problème a été évoqué sûrement dans les conférences précédentes en 1814 et en 1815 pour les Alliés, pour le tsar, c'est prendre Paris. Et du reste, le tsar ne rentrera dans Paris que quand il aura des signes finalement de complaisance, un penchant qui fait évoluer la population parisienne vers une certaine acceptation de la défaite. Paris était redouté. Donc, ville économique, ville de grande importance économique, Paris a connu la révolution industrielle, en fait, pendant la période. Et cette position favorable a fait que Paris a concentré toutes les catégories d'entreprises, les grandes, les moyennes, les petites, l'activité du textile, l'activité métallurgique. Mais ce qui est caractéristique de l'évolution de ces 30 premières années du 19e siècle, et si j'évoque le problème, c'est qu'on va en voir l'importance justement dans la composition de la population en 1830, et en particulier de l'identité des barricadiers, des émeutiers de 1830, la ville a fonctionné à l'égard de l'activité économique un petit peu comme un filtre, comme un sas, qui a sélectionné les activités économiques. Et finalement, cette sélection, elle va concentrer à Paris un type d'activité économique qui résiste au tissu urbain, qui sont des activités économiques qui résistent à des coûts élevés. Les loyers sont élevés à Paris, les salaires sont élevés, les transports sont élevés, il faut payer l'octroi. Paris est une ville chère. Et donc, tout ce qui ne résiste pas à un coût de production élevé va partir en province. Et donc, c'est le moment où Paris, finalement, va voir se mettre en place un modèle économique qui va durer jusqu'aux années 1880. C'est la grande crise, la déflation de la fin de siècle qui, finalement, remettra en question ce modèle, qui est un modèle de petite entreprise. Modèle de petite entreprise, la moyenne du nombre d'ouvriers par entreprise à Paris, pendant cette période, c'est 4,8 ouvriers par entreprise. Ça n'exclut pas le fait qu'il y a quelques grosses entreprises, en particulier dans la raffinerie de sucre, dans la métallurgie, quelques-unes vont subsister. Bon, il y en a, mais l'élément essentiel, ce qui peuple Paris, ce qui attire la population, effectivement, ce sont des industries de luxe et de demi-luxe, ce qu'on appelle la fabrique parisienne. La fabrique parisienne, petite entreprise, et des ouvriers donc qui ont comme caractéristique des ouvriers assez bien payés, très qualifiés, qui sont souvent d'origine provinciale
mais qui se fondent dans Paris, la ville fonctionnant finalement à cette époque comme une formidable machine à assimiler les gens et à transformer un provincial en parisien. Et donc, comme on se pose à l'heure actuelle très souvent les problèmes de l'assimilation des migrants, nous avons une période de migrants aussi, mais ce qui caractérise, je trouve, le Paris de cette époque, c'est sa formidable capacité à intégrer justement ces flux de migrants qui arrivent vers Paris et à en faire des Parisiens. Important aussi pour les Trois Glorieuses, puisque pratiquement, enfin les chiffres sont là à partir de quelques statistiques, 76% des blessés de 1830 étaient nés en province. Mais Paris en avait fait des Parisiens. Et donc Victor Hugo va célébrer le peuple de Paris sur les barricades, qui est un peuple qui n'est pas né à Paris. Alors il a été fabriqué à Paris parce que Paris a un formidable marché du travail. On trouve du travail à Paris. Et donc l'expansion économique permet justement cette intégration des provinciaux. Et Paris est une ville remarquable aussi pour son niveau d'éducation. Toutes les industries dont j'ai parlé, l'orfèvrerie, le bronze, l'ébénisterie, les articles de Paris, etc. Toutes ces activités économiques ont des écoles. Des écoles de dessin, des écoles de métiers. Il y a le Conservatoire des arts et métiers qui joue aussi comme une école pour les chefs d'atelier, etc. Donc nous avons une population qui s'intègre, qui se forme dans le cadre de Paris. Ceci étant, autre aspect des choses qui est important pour comprendre aussi la situation en 1830, Paris est aussi une ville en crise. Une ville en crise parce que cette remarquable mutation que je viens de décrire se fait dans un Paris qui ne change pas, qui bouge très peu. Finalement, cette transformation de la société parisienne s'opère finalement dans un Paris qui est encore celui du Moyen-Âge, peu transformé entre le XVIIe et le XVIIIe, pour ce qui concerne surtout le logement, l'habitat populaire. Et donc, nous avons affaire à une situation qui est très difficile, qui est finalement une surpopulation de la population parisienne, un entassement, une densification extraordinaire de cette population dans les arrondissements du centre, en particulier sur la rive droite, et d'autant plus difficile que l'industrialisation de Paris, formidable, dont je viens de parler, s'est faite finalement dans le cadre des habitations, des logements, des immeubles qui existaient déjà. Ce sont les cours qui ont été aménagés, beaucoup avec les biens nationaux d'églises, de bâtiments publics, etc., ont été transformés en manufactures, en ateliers, dans un hôtel particulier. Tout le Marais, par exemple. Le Marais, qui était aristocratique, se transforme complètement en une espèce de quartier-usine, en particulier. Ce sont les bronziers, industrie très importante à Paris, qui occupent justement le quartier des Archives et le Marais. Donc tout ceci, effectivement, débouche sur une situation extrêmement difficile pour la population. Peu d'ouvriers, une minorité, habitent dans ce qu'on appelle, vivre dans ces meubles. C'est l'expression qui est employée. Une bonne partie de la population des migrants, surtout ceux du bâtiment, vivent dans les garnis. Les garnis, c'est-à-dire ces greniers transformés en dortoirs, aménagés justement à la va-vite par des propriétaires qui n'ont qu'une idée, c'est de faire de l'argent parce qu'effectivement les loyers montent, le prix du mètre carré monte, la spéculation aussi monte. Il y a quelques analyses qui ont été faites de parcelles. Florence Bourillot en particulier a analysé des calepins du cadastre. Il y en a dans le centre de Paris, par exemple, rue Volta. Des maisons d'ouvriers. Je vous cite justement un extrait de ce calepin du cadastre. Une surface au sol de 70 mètres carrés, avec à la fois donc un immeuble effectivement en rue, et puis une cour et une partie d'immeuble effectivement dans le fond de la parcelle. 70 mètres carrés. La cour est réduite à un puits de lumière, dans la mesure où la construction occupe 90% de l'ensemble désormais. Il s'agit d'une propriété longue et étroite, avec une porte simple d'allée, composée d'un corps de logis sur la rue, d'une petite cour au fond de laquelle sont diverses constructions. La cour a été remplie de constructions contiguës au corps de logis sur rue, en aile à gauche et à droite.
Les propriétaires ont manifesté donc une imagination absolument débridée. Très souvent, les pièces sont divisées en premier et second jour. Vous avez des cabinets à lit, avec ou sans feu. Vous avez ce qu'on appelle des cages à lit, qui sont des micro-constructions faites sur les immeubles auxquels on accède par des échelles, et qui donc donnent une idée, une image justement de ce que c'est que ce Paris qui a accueilli une population nouvelle, massive, dans des conditions extrêmement difficiles. D'autant plus difficiles que l'industrie est là, la pollution est là. Paris est une ville extraordinairement polluée. Toutes les industries que j'ai évoquées, la dorure, etc., sont des industries extrêmement polluantes. Et d'autre part, les communications sont épouvantables. Les rues sont tellement étroites, du reste, que le préfet de la Seine, de l'époque, sous la Restauration, le préfet Chabrol, a abandonné ce qui était un des grands projets du reste de l'époque napoléonienne, c'est doter les rues de trottoirs. Bon, c'est un projet qui a été abandonné. Il y a des quartiers entiers qui sont souvent inaccessibles, presque inaccessibles. La montagne Sainte-Geneviève, par exemple, ne bénéficie pas de rues pavées. Elle constitue un véritable obstacle et les charrois, donc, pour monter sur cette montagne Sainte-Geneviève, sont confrontés à des difficultés redoutables. Dans le quartier du centre en particulier, le quartier des Arcis, la population est extrêmement dense et nous avons donc des conditions extrêmement difficiles. Je voulais vous montrer à travers quelques documents justement ce Paris de 1830. Première chose, d'abord, c'est une carte de 1833, un plan de 1833 qui vous montre donc un Paris, le voilà, donc, qui est enserré ici par la ceinture des boulevards, qui est nette. Alors, ça, pardon, excusez-moi, j'avance trop vite. Qui est faite donc de ces boulevards qui sont en même temps le mur de l'octroi. C'est l'ancienne barrière des fermiers généraux qui est là. Et donc là, vous avez ici l'ensemble des Tuileries, le Louvre. Voilà l'hôtel de ville ici, avec la place de Grève. Et ça va être effectivement l'enjeu décisif de la Révolution de 1830. Mais donc vous avez une petite idée de la densification justement du centre de Paris, ici. Et par contre, encore le caractère assez encore vide de la périphérie au-delà des boulevards. Ceci dit, dans cet espace parisien, qui est d'une densité extraordinaire, vous avez encore des champs. Ce qui explique, quand on regarde les archives judiciaires, par exemple, l'importance des vols de pommes de terre, des vols de récoltes. Beaucoup de Parisiens pauvres, effectivement, sont confrontés à ce type de difficultés. On va faire un zoom sur la carte. Donc, voilà le centre de Paris. C'est la même carte, mais donc un peu grossie. Nous retrouvons donc là l'île de la Cité, l'hôtel de ville qui est ici, avec cette place de Grève fondamentale. Et là, donc, l'ensemble, le château des Tuileries, qui existe encore à cette époque-là, il existe jusqu'à la Commune de Paris. Et puis, vous voyez toute cette zone, du reste important à savoir, l'ensemble justement des Louvres et des Tuileries. Le Louvre est là, les Tuileries sont là. Cet ensemble est entièrement envahi par des constructions. Et donc, c'est un ensemble ouvert. Il y a le triomphe du Carrousel est là, mais ici, on voit bien que l'accès finalement à l'ensemble Louvre-Tuileries est relativement ouvert. Et nous avons bien sûr là au-dessus le Palais Royal ici, qui va jouer un rôle important puisque c'est là que commencent finalement les journées de 1830. Alors il y a un plan un peu plus joli que j'avais pris, qui est un peu plus précis aussi, mais malheureusement la photo n'est pas d'une qualité extraordinaire. Et donc là, vous voyez, on retrouve les bâtiments que j'évoquais. Voilà l'ensemble Louvre-Tuileries. Voilà l'ensemble de l'hôtel de ville, qui est l'hôtel de ville, là encore, dans l'état où il se trouve à l'époque de la Renaissance, enfin, fait sous la Renaissance. Il n'a pas encore gagné les ailes qu'il va gagner grâce au préfet Rambuteau sous la monarchie de Juillet. Donc il est plus réduit. On va le voir du reste sur des diapositives. Et puis d'autre part, je voulais vous montrer quelques
voilà Paris, justement, dans l'hiver 1829-1830, qui est un hiver épouvantable, très très dur. La Seine a gelé. Hein. Les gens, justement, traversaient la Seine à pied, ce qui était du reste pour certains utile, parce que sur les ponts, on paye aussi un octroi. Et donc, on traversait la Seine gratis. Vous voyez là, un élément intéressant, du reste aussi, dans la photo, c'est, vous voyez, l'extraordinaire pollution. Hein, on se chauffe au charbon à Paris, parce que le charbon arrive, le charbon est assez utilisé dans ce qu'on appelle les pièces à feu. Alors, vous voyez ce que j'évoquais, donc ces constructions-là, ces appendices, effectivement, qu'on va mettre un peu partout dans les rues et qui existent encore, finalement, un peu dans le centre de Paris. Quand on est, par exemple, au sommet du centre Pompidou et autour de soi, on regarde, on a effectivement un effet de cette évolution des immeubles dans la période du premier 19e siècle. Hein. Les gens mitouflés, plus ou moins, mais enfin, c'est la bourgeoisie. Hein. Des conditions de communication très, très difficiles. Vous voyez le Panthéon. Donc ça, ce sont des photos qui ont été faites juste avant les travaux d'Haussmann. Il y a une série de photos qui ont été faites à ce moment-là. Donc c'est pas 1830, mais ça n'a pas changé. Hein. C'est Haussmann qui va modifier le paysage. Voilà donc la taille des rues. Hein. Voilà, des rues parisiennes de 1830. Une place, là aussi, hein, c'est au début du Second Empire que la photo a été faite, mais on voit déjà du reste les publicités qui ont progressé, surtout sous la monarchie de Juillet. Hein, c'est encore extrêmement modeste finalement sous la Restauration. Voilà, des rues pauvres, hein, absence de trottoir, j'évoquais, très souvent les eaux usées coulent dans le centre des rues. Bon, voilà donc le cadre parisien. Maintenant, si nous abordons donc ces journées de 1830, les Trois Glorieuses, hein, je vous rappelle, c'est le 27, le 28 et le 29 juillet 1830, les 3 journées. Alors ces 3 journées, bien évidemment, elles sont entourées de quelques journées importantes qui précèdent les Trois Glorieuses, et elles sont suivies jusqu'au 7 août d'une série de décisions importantes, puisque ce sont des journées dans lesquelles vont se mettre en place les institutions nouvelles qui vont donc donner le pouvoir au duc d'Orléans, à Louis-Philippe. Alors, comment en est-on arrivé finalement à ces Trois Glorieuses ? Très rapidement, puisque je vous ai dit que je n'insisterai pas sur les aspects politiques de l'événement. En fait, on peut penser que les Trois Glorieuses commencent quand le roi Charles X, qui est roi depuis 1824, après un Louis XVIII qui a été beaucoup plus prudent, beaucoup plus consensuel entre la France de l'Ancien Régime et la France de la Révolution. Charles X, donc, roi sacré à Reims, ce qui n'était pas le cas de Louis XVIII, qui avait écarté justement cette possibilité, a perdu la majorité à la Chambre des députés en novembre 1827. À partir de 1827, nous avons désormais des élections qui vont clore l'ère de Villèle, qui a été au gouvernement de 1820 à 1827, qui a gouverné avec la droite, une majorité de droite. Et en 1827, l'échec de la droite est consacré par l'arrivée d'une majorité libérale, disons centre-gauche, dans la mesure où les républicains, sauf quelques personnalités qui sont des souvenirs, ne sont guère présentes. En tout cas, une majorité libérale qui va rester jusqu'en 1830 et qui sera du reste consacrée par la Révolution de 1830. La chute de Villèle, l'arrivée d'une nouvelle majorité a provoqué la colère du roi, qui ne reconnaît pas finalement l'existence d'une majorité alternative, d'une majorité d'opposition. Dans un premier temps, désarmé, le roi a mis en place un ministère Martignac, qui est un ministère intéressant, entre 1827, fin 27, et juillet 1829. Martignac est un avocat bordelais, beau parleur, mais qui a tenté des réformes et qui a tenté en quelque sorte de donner à cette majorité libérale une survie par une série de réformes modérées. Ceci dit, Martignac n'a pas pu gagner la confiance du roi.
Il n'a pas pu non plus convaincre l'opposition libérale. Et finalement, lassé d'atermoyer, le roi va faire appel à un ministre selon son cœur, qui est un homme de droite, très marqué à droite, du côté des ultras, qui était ambassadeur à Londres, qui est le prince de Polignac. Et ce prince de Polignac, donc, arrive au gouvernement le 8 août 1829. Et donc c'est à partir de ce 8 août 1829 que, désormais, la Restauration est caractérisée par un conflit de plus en plus ouvert entre la majorité libérale et un gouvernement qui refuse effectivement de suivre cette majorité. Ceci aboutit du reste quand même à un blocage de la vie politique. Parce que pour voter le budget en particulier, il faut une majorité politique dans la Chambre des députés. Ça n'est pas un gouvernement parlementaire, mais dans la mesure où les députés votent le budget, il est pratiquement impossible qu'un gouvernement fasse sans la Chambre des députés. Il y a une possibilité, c'est d'utiliser un article de la Charte de 1814, qui est l'article 14 de la Charte, qui permet au roi de gouverner sans avoir un vote de la Chambre des députés et de gouverner par ordonnance. Alors, il y a cette possibilité, ou il y a une deuxième possibilité dans ce conflit, c'est une dissolution de la Chambre des députés. Mais cette dissolution de la Chambre des députés, elle est périlleuse, elle est difficile en 1829, dans la mesure où Charles X est confronté à une impopularité croissante et il est loin de pouvoir envisager des nouvelles élections favorables, ce qui avait été le cas de Louis XVIII, qui avait dissous la Chambre des députés introuvable, donc très à droite, et qui avait obtenu une majorité constitutionnelle plus libérale, effectivement, jusqu'en 1820. Là, la situation est complètement différente parce que l'opinion est dressée contre le roi, et c'est ce qui fait qu'effectivement, cette majorité va s'exprimer dans la fameuse motion des 221 députés, le discours de l'adresse, comme on l'appelle, 221 députés, effectivement, qui vont inviter le roi à revenir à ce qu'on appelle un concours permanent des vues politiques du gouvernement avec les vœux de notre peuple. Le roi refuse. Le 16 mai 1830, il dissout la Chambre des députés. Il organise des élections nouvelles contre la Chambre le 23 juin et le 3 juillet, mais en dépit de ces efforts, de la pression du gouvernement, des préfets, etc., la majorité d'opposition est bien là. Les 221 députés d'opposition reviennent 275 contre 145 pour le ministère. Et c'est dans ce contexte donc que le roi va décider, après des hésitations, après en avoir conféré avec son gouvernement, eh bien de signer des ordonnances qui vont permettre désormais au roi de gouverner sans l'appui de la Chambre des députés, de gouverner par ordonnance. Ces ordonnances, cette signature des ordonnances, va être considérée effectivement comme un coup d'État du roi contre la Chambre, contre l'opinion, qui par deux fois en quelque sorte a défié le roi. Et donc ce coup d'État est à la source, à la racine de l'explosion de 1830. Il faut dire du reste, petite remarque, que l'opposition libérale, celle qui s'était exprimée à travers justement les 221 députés, et puis encore à travers cette Chambre nouvelle, ne souhaitait pas la révolution. Bien évidemment, tous ces députés libéraux, cette bourgeoisie libérale, et du reste depuis 1824-1825, elle s'est débarrassée du souvenir de la Révolution française, et elle s'oriente plutôt, dans les dernières années de la Restauration, cette majorité libérale, cette majorité bourgeoise et aristocratique libérale, elle s'oriente plutôt en faveur d'un modèle de changement politique qui n'est pas celui de la Révolution française, mais qui est celui de la Révolution anglaise de 1688. Donc, quelle est l'idée justement de ces députés, de cette opposition libérale, de ces journalistes qui jouent un rôle très important? L'idée, c'est finalement une révolution par en haut. Se débarrasser de Charles X, trouver une solution effectivement pour mettre effectivement sur le trône un monarque plus conciliant, mais jamais ces députés ne pensent faire appel au peuple. Donc nous sommes dans une crise politique, qui est une crise de blocage, où le roi effectivement décide un coup d'État, mais face à une opposition libérale qui a évacué le scénario de 1789 et qui se trouve effectivement parfaitement inquiète, désarmée, devant cette épreuve de force qui lui est imposée par le roi.
Je reviens en 2 mots pardon, sur le contenu des ordonnances. Une ordonnance signée donc le 25 juillet par Charles X dissout la Chambre des députés, renvoie à des élections en septembre, dans des conditions encore moins favorables à l'opposition libérale, parce qu'on s'arrange pour que les députés, la partie la plus riche de l'aristocratie vote non seulement 2 fois, mais encore un peu plus à la suite de manipulations. On retire du calcul du cens électoral, c'est-à-dire le calcul de l'impôt qui était nécessaire pour voter, l'impôt de la patente qui est payé par les entreprises. Autrement dit, on écarte la patente du calcul du cens, ce qui a pour objectif de priver certains négociants manufacturiers du droit de vote. Ceci dit, la mesure était assez peu efficace, dans la mesure où beaucoup de ces manufacturiers, de ces négociants, étaient aussi propriétaires et payaient l'impôt foncier. C'est l'impôt foncier qui permettait surtout d'atteindre le cens électoral. Mais c'est une humiliation quand même pour la bourgeoisie. Et puis, élément important, une ordonnance aussi contraint la presse à ne pouvoir réapparaître qu'après autorisation de la police. Donc fermeture de tous les journaux et puis autorisation après enquête et donc en fait mise en place d'un régime de censure qui fait disparaître la liberté de la presse qui a été le grand enjeu des débats politiques de la Restauration. La grande nouveauté politique, bien sûr, c'est l'aspect débat parlementaire, liberté parlementaire de la période, mais l'autre grand débat politique, c'est la presse. Et la presse joue un rôle très important. Et c'est la raison pour laquelle les premiers acteurs de cette révolution de 1830, ce sont les journalistes. Journalistes issus des milieux de la bonne bourgeoisie libérale, des milieux des élites, etc., mais qui sont attachés et qui ont combattu pour la liberté de la presse. Voilà le cadre dans lequel vont commencer les événements. Je vais d'abord faire en quelque sorte une chronologie des événements pour vous décrire un petit peu dans le cadre parisien comment ils se déroulent. Et puis après, je reviendrai par thème sur quelques points importants concernant les insurgés, le cadre parisien et la façon dont ils ont été représentés. Donc, si on regarde la chronologie des événements, les premiers actes de résistance aux ordonnances qui ont été signées par Charles X se déroulent le 26 juillet 1830. Premier acte de résistance des Parisiens. Il faut dire du reste, peut-être dresser un peu le cadre de Paris à cette époque, nous sommes dans une période où règne à Paris une chaleur accablante. Ce 26 juillet est un lundi. Et le lundi est un jour un petit peu particulier parce qu'on a ce qu'on appelle souvent le Saint-Lundi, c'est-à-dire une journée pendant laquelle les Parisiens, surtout pendant ces périodes de très grosse chaleur, prolongent le dimanche. Et donc, très souvent, on se dirige vers les guinguettes, les bals qui se trouvent aux barrières de la capitale, parce qu'on n'y paie pas l'octroi, et donc le vin y est moins cher. Paris a un visage relativement ouvert, on a le sentiment d'être relativement loin d'une crise, d'autant que les députés élus ne sont pas encore à Paris, il y a très peu de députés, seuls les députés parisiens, donc la représentation nouvelle n'est pas présente à Paris. Les pairs de France, l'autre chambre, les pairs héréditaires, pour la plupart sont dans leur résidence de campagne. Je dirais beaucoup plus grave pour le gouvernement, beaucoup d'officiers supérieurs en service dans la capitale sont partis aux eaux ou partis finalement dans leur château, dans les demeures qu'ils ont en province. Donc Paris a un visage qui fait qu'il est préparé à tout, sauf à une épreuve de force, et en particulier le gouvernement. En tout cas, la riposte aux ordonnances, et en particulier celle qui contraint les journaux à fermer avant enquête et réapparition, vont provoquer des premiers incidents au Palais Royal. Et c'est au Palais Royal que l'on va commenter les ordonnances, parce que le Palais Royal joue un rôle très important à cette époque. Le Palais Royal connaît son apogée justement à ce moment-là, à la fin de la Restauration, début de la monarchie de Juillet. Guizot, qui est un protestant, qui n'est pas très rigolo, va après effectivement remettre en question la vie intense du Palais Royal, parce que il va en chasser les prostituées. Bon, c'est une activité très importante du Palais Royal. Mais en tout cas, ça accompagnait toute une activité de restaurants, beaucoup de boutiques.
Et puis aussi, il y a des cabinets de lecture dans lesquels on lisait les journaux, hein, pour pas cher. Et puis, il y a les rédactions des journaux. C'est le Palais Royal. Et donc, regardons le Palais Royal. Voilà, nous sommes le 26 juillet 1830. C'est le commentaire, effectivement, des ordonnances. Vous voyez, ce ne sont pas des ouvriers, c'est une bonne bourgeoisie, en fait, hein, qui manifeste, qui s'inquiète. Vous avez là un kiosque, hein, les premiers kiosques à journaux, dans lequel, justement, on va aller chercher les journaux qui sont parus. Bon, quelques orateurs. Nous avons là une image, effectivement, de cette première agitation. À l'instigation, du reste, d'un journaliste qui va faire une grande carrière politique, c'est Adolphe Thiers, qui est rédacteur à cette époque d'un des principaux journaux qui ont critiqué, effectivement, le gouvernement, c'est le National. Thiers va faire rédiger une protestation dans laquelle, justement, les journalistes se refusent à plier devant le pouvoir et donc se considèrent désormais effectivement comme débarrassés de ce régime légal. Voilà ce que dit Thiers ce 26 juillet, là, dans le Palais Royal. Le régime légal est interrompu, celui de la force a commencé, l'obéissance cesse d'être un devoir. Donc on voit bien effectivement qu'on a le sentiment d'un coup d'État, hein, contre l'opinion, contre la représentation. Effectivement, c'est le début de la fronde. Ceci dit, les journalistes ne sont pas des révolutionnaires, hein. Ils se gardent en particulier de tout appel au peuple parisien. Et du reste, Thiers, dans cet appel des journalistes, se contente de conclure très prudemment: c'est à la France à juger jusqu'où doit s'étendre sa propre résistance, hein. Donc une initiative relativement isolée, d'autant que les journaux les plus importants, c'est-à-dire les débats, le constitutionnel, ne s'associent pas à la démarche. En tout cas, il y a effectivement une effervescence dans la capitale, et en particulier dans les milieux d'affaires, hein, qui s'inquiètent parce que, bien évidemment, la situation va se détériorer, on craint un conflit politique, le cours de la rente a baissé, plusieurs banquiers, en particulier Rothschild, Casimir Perier, ont été pris en défaut, sont en situation difficile, et finalement les premiers à prendre des décisions un peu importantes, ce sont les hommes d'affaires. Début de la Révolution, c'est des banquiers, des négociants qui se rassemblent au tribunal de commerce et qui vont décider, pour protester contre ces ordonnances, et en particulier contre la suppression de la patente qui les visait directement, de fermer leurs boutiques au moins pour une journée. Mesure à la fois imprudente et en même temps qui aura de l'effet, c'est que ça met sur le pavé parisien toute une série d'ouvriers, d'employés, de commis de boutique qui se trouvent dans le centre de Paris. En tout cas, dans cette journée du 26 juillet, des manifestations, les premières manifestations ont lieu rue de Richelieu, autour du Palais Royal, hein, devant le Palais Royal. Le prince de Polignac, du reste, dans la fin de l'après-midi, qui passait justement tout près et qui allait rejoindre les Tuileries, a reçu des pierres. Il s'en est inquiété. Il est allé voir le général Val, hein, W-A-2-L, qui à cette époque-là gouverne la place de Paris, dans la soirée. Val s'était couché très tôt. Et tiré du lit, ce dernier lui a dit: écoutez, moi je peux disposer que de 200 hommes, c'est tout. Donc j'espère que la situation va s'arranger parce que nous n'avons rien prévu. Effectivement, un des grands problèmes qui va se poser, c'est que pour tenir les ordonnances dans le plus grand secret jusqu'à l'extrême limite, le gouvernement, justement, a tenu à ne pas ébruiter l'affaire et personne n'a été prévenu. La hiérarchie militaire est complètement en dehors, effectivement, des décisions qui ont été prises. Et on voit bien ce général Val, là, tiré de son lit finalement relativement tôt, prévient que rien n'est préparé pour faire face, en tout cas, à des incidents de grande ampleur. C'est le cas du reste du nouveau commandant de la place, enfin, du nouveau commandant des troupes de Paris, le maréchal Marmont, hein, qui a été nommé à ce moment-là, hein, qui est un bon officier napoléonien, mais un homme intelligent, du reste, j'en reparlerai, mais qui traîne derrière lui une réputation absolument déplorable, parce que vous savez qu'il a été accusé d'avoir trahi l'empereur en livrant dans la bataille de Paris en 1814, hein, la capitale aux Alliés. Et donc faire appel à Marmont, hein, à ce moment-là,
incontestablement, c'est une erreur, non pas militaire, mais en tout cas politique. En fait, la première glorieuse commence le 27 juillet. Le 27 juillet 1830, c'est ce qu'on appelle la journée des pierres. La journée des pierres, elle commence tout d'abord par des événements qui vont se dérouler tout près du Palais Royal, dans les rédactions des journaux, puisque plusieurs journaux refusent effectivement de fermer leurs portes, refusent de ne pas publier des exemplaires de la presse. Et donc, des commissaires de police vont intervenir, aidés par la gendarmerie, pour contraindre effectivement les journaux désormais à fermer. Nous avons quelques représentations justement de ces altercations qui ont lieu dans la matinée du 27 juillet 1830. On voit ici le commissaire de police qui est en train de dresser procès-verbal, les journalistes qui sont tout autour et qui effectivement protestent. Nous avons d'autre part, à côté du Palais Royal et dans le centre de Paris, des premières manifestations un peu importantes qui commencent parce que des étudiants qui ont été informés sont descendus du quartier latin. Quelques ouvriers aussi vont les rejoindre, d'autant que les ouvriers des presses, les ouvriers des imprimeries, pas mal de commis effectivement du quartier du Palais Royal sont dans la rue et assistent en quelque sorte à ces débats, à ces altercations sur la fermeture des presses. C'est dans ce début de matinée du reste du 27 que Marmont, qui vient d'être nommé justement responsable du maintien de l'ordre à Paris, va rencontrer Polignac et essayer de mettre sur pied un premier dispositif militaire qui consiste donc dans la journée du 27 juillet à occuper les points importants de Paris, les points de circulation importants, autrement dit les ponts et puis les places, dans l'après-midi du 27 juillet. Mais les manifestations prennent de l'ampleur dans l'après-midi, en particulier tout près des Tuileries, près du Carrousel, sur des slogans qui sont encore des slogans très peu révolutionnaires. C'est intéressant de le citer, puisque les slogans à cette époque, c'est « Vive la charte », on fait référence à la charte de 1814, « À bas les ordonnances, à bas les ministres ». Autrement dit, le niveau de mobilisation, les mots d'ordre montrent que la protestation s'opère sur la base d'un retour à la légalité, et non pas sur la base d'un renversement de la monarchie des Bourbons. Et du reste, c'est en accord, en quelque sorte, à l'unisson avec le contenu politique de ce qu'était l'opposition libérale face à Charles X, la légalité, la charte. Finalement, la bourgeoisie s'est appropriée cette charte de 1814 qui défend les acquis de 89 et qui reste en 1830, effectivement, le point sur lequel, effectivement, la population est attachée. Et les premières altercations un peu violentes entre la gendarmerie et les manifestants ont lieu en fin d'après-midi. Des manifestants vont trouver à leur disposition un peu partout dans le centre de Paris des briques, des moellons, des morceaux de bois qui ont été abandonnés parce que Paris connaît dans le centre pas mal de chantiers en construction. Et depuis 1 an, 2 ans, depuis 1828, la crise économique a commencé à sévir et il y a eu des faillites de spéculateurs immobiliers et pas mal de chantiers sont abandonnés. Et donc le centre de Paris est un centre de Paris dans lequel on peut trouver très facilement, même avant de dépaver les rues, énormément d'éléments pour faire des barricades. Donc là, vous avez encore là, c'est les premières manifestations. La gravure n'est pas de très bonne qualité, mais vous voyez près du Palais Royal, dans la rue de Richelieu, dans ce qui est à l'heure actuelle le début, enfin la rue Saint-Honoré, les gendarmes ont tiré pour se dégager, parce qu'ils étaient finalement menacés par des jets de pierre. Et on a les premiers blessés. Quelques morts, effectivement, dans la fin de la journée, qui provoquent, vous voyez, bien évidemment, de l'émotion. Il est intéressant de voir, du reste, que encore là, dans ces premières manifestations, ce sont des hommes en chapeau de forme, habillés en bourgeois. Vous voyez ici, effectivement, nous n'avons pas quelqu'un qui ressemble à un révolutionnaire. C'est la première étape, en quelque sorte, qui mobilise surtout, finalement,
une élite libérale opposée aux manifestations. Donc c'est dans la rue Saint-Honoré que les premières barricades vont être édifiées. Voilà, c'est les premières barricades. Ce sont des barricades donc du 27. Elles ne sont pas très importantes. À certains endroits, on a fait des barricades uniquement en renversant des voitures. Et puis là, bon, première barricade quand même, il y a des pavés. Mais ce qui est intéressant et ce qui vous montre que c'est bien le 27 juillet, c'est que nous avons affaire à des hommes de ligne. C'est la troupe de ligne qui est là. Cette troupe de ligne, le 28 et le 29, elle va commencer à déserter. Elle va se rallier au peuple. Mais là, par contre, ils sont bien commandés. Ils franchissent la barricade. Et donc, c'est un assaut de barricade réussi. Ce qui, effectivement, se traduit par le fait que les affrontements sont assez violents, quelques victimes, mais à la nuit tombante, le maintien de l'ordre l'a emporté. La première glorieuse, le soir du 27 juillet, vers 21h, le calme est revenu dans Paris. La gendarmerie, aidée par quelques troupes de ligne et la garde royale, a rétabli l'ordre. Et Marmont, donc le maréchal Marmont, en charge du maintien de l'ordre, pense que désormais il a affaire à une simple émeute. Une émeute, et c'est la raison pour laquelle, du reste, grave erreur, il décide de rapatrier les troupes qui occupent les places importantes de Paris dans leurs casernes. Il faut voir aussi que c'est un des problèmes de maintien de l'ordre dans Paris. Les troupes n'ont pas, à ce moment-là, justement, un équipement, des cantines, pour s'éloigner pendant très longtemps de leur caserne. Ce qui font qu'elles quittent la caserne, elles interviennent, et en règle générale, le soir, elles reviennent à la caserne. Il n'y a pas, disons, cette disponibilité qui est d'occuper une ville, même à la limite, comme on le fait à l'heure actuelle en cas de crise, effectivement, appelant le maintien de l'ordre. Et donc, c'est une erreur de la part de Marmont, parce que Paris va être livré à la population pendant la nuit du 27 au 28. Et livré à la population dans l'obscurité. Parce que tous les Parisiens ont pris effectivement la décision, dans la soirée du 27, au moment où l'ordre était rétabli, de casser les réverbères. Paris est plongé dans le noir pendant la nuit du 27 au 28. Et donc, le 28 juillet au matin, dans la nuit du 27 au 28, c'est là que tout change. Et que finalement, d'une simple émeute, Marmont, on avait connu du reste en 1827, parce qu'après la défaite de Villèle, il y a eu les premières barricades dans Paris, très, très modestes. C'est là qu'Auguste Blanqui fait ses premières armes, du reste. Mais, bon, la situation avait été rétablie en quelques heures. Et Marmont a cru avoir affaire à ce type de situation. En fait, elle est bien différente. Et c'est là, justement, l'intérêt, c'est que les événements vont changer. Le 27, dans la nuit du 27 au 28, Paris va se couvrir de barricades. Et c'est ça, l'événement absolument exceptionnel, inattendu. Paris se couvre de barricades et les Parisiens, dans la matinée, à partir de 7-8 heures du matin jusqu'à 10 heures, vont prendre d'assaut l'hôtel de ville. Donc on a là un réflexe en quelque sorte de l'ensemble de la population, dont l'objectif désormais est la prise de l'hôtel de ville. Et la prise de l'hôtel de ville est quelque chose d'extrêmement important parce que l'hôtel de ville, c'est le pouvoir des Parisiens. Le cœur politique des Parisiens bat à l'hôtel de ville, depuis la Révolution française. Et donc à chaque fois effectivement que Paris en quelque sorte s'est libéré d'un gouvernement oppressif d'une façon ou d'une autre, c'est la prise de l'hôtel de ville qui est l'élément décisif. Et donc c'est un signal politique que de prendre l'hôtel de ville, de planter le drapeau tricolore sur l'hôtel de ville et au même moment de planter le drapeau tricolore sur les tours de Notre-Dame. Et la réapparition du drapeau tricolore donc est quelque chose qui va complètement changer la situation, puisqu'on est parti finalement sur un scénario modéré, des émeutes, la bourgeoisie libérale pense à revenir à la charte simplement. Les trois couleurs, c'est la Révolution française, c'est le retour à l'épisode révolutionnaire. Alors, voilà, donc, première manifestation avec le drapeau tricolore. On se dirige effectivement vers l'hôtel de ville. Je suis désolé, elle n'est pas de très bonne qualité. Peut-être que là... Voilà. Nous avons là aussi, le matin, dans la journée du 28, c'est une image un peu naïve, mais qui est très intéressante parce que donc on voit une Parisienne qui met le drapeau tricolore à sa fenêtre, tout change. Et puis vous avez un petit peu le scénario tel que après 1830, on va l'imaginer.
C'est-à-dire, là, vous voyez des ouvriers sur les barricades. Vous avez déjà un blessé qui est là, qui est soigné ici par une femme. Vous avez un soldat qui est un homme de ligne du reste, avec l'habit bleu, comme ça, qui est mort. On a commencé à dépaver la rue. Et voilà donc la mobilisation du petit peuple qui commence à s'opérer sur une barricade. Mais la prise de l'hôtel de ville est un enjeu beaucoup plus important. Voilà la prise de l'hôtel de ville. Tableau donc célèbre, vous avez l'hôtel de ville qui est là. Vous voyez, dans sa version réduite en quelque sorte par rapport à l'hôtel de ville actuel qui de toute façon a brûlé sous la commune et puis qui a été reconstruit après. Mais là, c'est la version avant Rambuteau, avant la monarchie de Juillet. Vous avez le pont d'Arcole qui est là, qui a disparu. C'était un pont suspendu. Et puis la prise de l'hôtel de ville le matin du 28. Il y a déjà effectivement des émeutiers qui sont arrivés là du quartier des Arcis, du centre, etc. Et puis sur la rive gauche, l'attaque qui va vers l'hôtel de ville. Et là aussi, vous avez toute une série effectivement d'éléments qui vous montrent la composition de la foule insurgée. Un mélange du reste encore de bourgeois. Vous voyez ici, bon là, personnage dont on peut effectivement situer qu'il n'appartient pas nécessairement au peuple, mais là des ouvriers, et du reste ce qu'on appelle des manœuvres, des ouvriers non qualifiés, etc. Les femmes sont là, les blessés, déjà des morts. Pardon, j'avance trop vite dans les événements. Voilà la mobilisation, la Seine est là. J'insiste sur le fait que vous voyez, dans la Seine, sur le bord de Seine, les berges ne sont pas construites. C'est important parce que pour atteindre l'hôtel de ville, je vais en parler dans un instant, les troupes, les cavaliers en particulier, vont être obligés de passer le long de la Seine comme ça. Il n'y a pas d'autre accès parce que les rues sont trop petites. Désormais, je reviens. Voilà. Ici, donc, désormais, on est sur la place de Grève. L'hôtel de ville est là. Vous avez Notre-Dame qui est ici. Et donc, pardon, décidément, pas très commode. Décidément, donc voilà, on était là tout à l'heure. Le pont d'Arcole est là. Le drapeau tricolore est là. Et donc là, nous avons effectivement la prise de l'hôtel de ville qui s'opère à ce moment-là. On retrouve les personnages. Des hommes de ligne, quand même, ont commencé à déserter et se sont ralliés au peuple. Avançons. Voilà, la prise de l'hôtel de ville, mais c'est une composition. L'hôtel de ville est là. Voilà. Et là, vous avez une composition qui est une sorte d'imitation, du reste un peu postérieure à la liberté guidant le peuple. Vous avez la même composition du tableau, c'est-à-dire, comme dans Delacroix, une composition en triangle. Le même personnage, qu'est-ce qu'on appelle l'Hector, j'en reparlerai tout à l'heure éventuellement si j'ai le temps de parler du tableau, c'est-à-dire une figure effectivement mythique qu'on retrouve dans Homère, etc., et qui se trouve au pied, en règle générale, de la femme qui représente la liberté. Et puis, vous avez toute une série de personnages, vous voyez le jeune homme, ici, qui est là, qui bat le tambour, et qui figure le poids de la jeunesse. Un drapeau rouge qui a été recomposé, pas de drapeau rouge, et qui montre là aussi l'unité du peuple, un homme en chapeau haute forme. Voilà une composition donc qui est une composition imaginaire, mais qui est intéressante parce qu'elle montre l'enjeu, l'importance de la prise de l'hôtel de ville du point de vue politique. Alors, Marmont, je ne sais plus après si j'ai... Non, on va en venir là. Marmont, très lucide, a compris qu'on avait changé de situation et qu'on n'était plus dans le scénario d'une émeute, mais que désormais, effectivement, c'était une insurrection populaire d'une ampleur beaucoup plus importante. Et Marmont a tenté, dès le 28 juillet, d'entrer en négociation avec des interlocuteurs qui ne trouvent pas, du reste, parce que finalement, cette insurrection échappe à toute direction politique. En attendant, Marmont pense qu'il faut désormais modifier son plan de bataille dans la fin de la matinée du 28. Et il va désormais rapatrier toutes ses troupes sur le Carrousel, donc qui est le centre de commandement, là où il a effectivement la maîtrise de son dispositif. Et il va organiser désormais
la bataille du 28 et du 29 juillet 1830 dans un dispositif complètement différent dont je vais vous expliquer la nature. Je reprends ma carte du Paris de 1830 et je vous explique rapidement le système, qui consiste donc à bien désigner, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, l'hôtel de ville qui est ici, comme le centre politique stratégique qu'il faut absolument reconquérir pour emporter la bataille politiquement. Et donc, il envisage effectivement de maîtriser la situation en lançant 4 colonnes. Il y a une première colonne qui va partir, donc, vous voyez ici, c'est le carrousel, qui va longer les berges de la Seine et qui va aller jusqu'à l'hôtel de ville, avec des canons, des cavaliers qui vont progresser difficilement, mais qui vont reprendre quand même l'hôtel de ville en début d'après-midi. Donc, le général Talon se situe ici. Il y a une autre colonne, la plus importante, qui va partir, elle aussi, ici du carrousel, qui va remonter ici vers les boulevards et qui va prendre les boulevards ici. Elle va remonter les boulevards et son objectif, c'est d'aller jusqu'à la place de la Bastille, qui est là, de prendre le faubourg Saint-Antoine, qui est ici, qui est un faubourg ouvrier très important, et à partir de la place de la Bastille, de faire la jonction avec le général Talon, qui est à l'hôtel de ville, en passant ici par la rue Saint-Antoine, qui est là. Voilà. Et donc, Saint-Chamond, qui est un général important, un homme qui était assez considéré, devait aller jusqu'à l'hôtel de ville. Et puis, vous avez une troisième colonne, celle du général Quinsonnat, qui a pour vocation, elle, d'occuper les Halles, par du même endroit, etc. Et les Halles sont ici. Et après avoir occupé les Halles, de reprendre la rue Saint-Denis, qui est là. Vous voyez, à cette époque, vous avez 2 axes nord-sud. La rue Saint-Denis, qui est en rouge, que j'ai fait là, et à côté, la rue Saint-Martin. Et donc, de reprendre la rue Saint-Denis et de remonter à ce moment-là jusqu'au boulevard, de façon à ceinturer le Paris ouvrier. Et puis, vous aviez encore une autre colonne, qui est celle du général Val, dont je parlais tout à l'heure, et dont la vocation était d'aller jusqu'à la place des Victoires pour protéger la Banque de France. La Banque de France, vous savez, est tout près de la place des Victoires. Puis la place des Victoires, à cette époque, est un rond-point, effectivement, qui commande là tout le centre de Paris. Donc, je l'ai fait en vert, là. Voilà. Passé par la place Vendôme, il allait là, et donc il devait rejoindre ici, au-dessus du Palais Royal, la place des Victoires. C'est ça son itinéraire. En fait, l'objectif était cohérent, mais il n'a pas marché de cette manière. Regardons le destin de ces troupes dans l'après-midi du 28 qui a été décisif. C'est là que le rapport de force, en quelque sorte, s'est dessiné. Tout d'abord, le général Talon, avec des canons, a réussi à reprendre l'hôtel de ville. Il l'a occupé, il a contrôlé à un moment du reste les ponts, le pont d'Arcole. Il a contenu les insurgés, mais il a été très rapidement isolé parce que les émeutiers ont occupé tout le centre de Paris et les barricades ont complètement coincé. Et le problème de Talon, c'est qu'il y a eu beaucoup de difficultés après pour entrer en communication avec Marmont, qui est resté ici dans son quartier général. Et du reste, c'est vrai pour toutes les 4 colonnes, les communications sont extrêmement difficiles avec le commandant des troupes. Donc, que font-ils ? Ils envoient des officiers en civil, habillés en Pékin, qui traversent en quelque sorte le Paris insurgé et qui transmettent les messages. C'est très compliqué, d'autant que Paris est absolument tronçonné par des séries de barricades. Donc les communications sont lentes. Et Talon va commencer à prendre peur, effectivement, et coincé ici, il va demander effectivement à revenir vers les Tuileries, vers le Louvre, pour organiser la défense sur ce terrain-là. Alors pour ce qui concerne le général Saint-Chamond, la colonne la plus importante, je reprends ici, ça a été à peu près assez bien jusqu'ici. Ici, c'est la porte Saint-Denis. Alors, il était quand même embêté parce que les émeutiers, le matin du 28, avaient abattu tous les arbres, des grands arbres, qui longeaient le boulevard, de façon à éviter
les charges de chevaux et le passage des canons. Ça a été difficile. Et du reste, les boutiquiers les avaient aidés parce que les boutiquiers râlaient depuis longtemps. Ces arbres, effectivement, faisaient de l'ombre pour leur boutique. Comme il n'y avait pas beaucoup d'éclairage, on ne voyait pas très bien. Et donc, ils ont prêté main forte pour abattre les arbres. Comme ça, on faisait place nette. Alors, tout a changé ici, à la Porte Saint-Denis. Je vous montre pourquoi. Voilà la Porte Saint-Denis. Hein. La Porte Saint-Denis est là. Nous sommes sur le boulevard, ici. Hein. Et donc, il y a la charge des soldats de Saint-Chamand qui est derrière. Et on voit comment, justement, Saint-Chamand s'est heurté à des difficultés inouïes à partir de là. Les gens tiraient des fenêtres, et puis on a l'organisation d'un véritable combat parce que la population du nord de Paris a reflué vers les boulevards et organise la résistance. Saint-Chamand, du reste, a fait des mémoires qui sont très intéressantes, hein, et il dit je me suis véritablement heurté aux réduits parisiens. De la porte Saint-Denis jusqu'à la Bastille, notre avance n'a été qu'un long et terrible combat. Il perd des hommes, hein, le moral des troupes s'use dans cet itinéraire justement jusqu'à la Bastille, et il aura beaucoup de mal pour arriver vers 4-5 heures de l'après-midi jusqu'à la place de la Bastille. Donc, vous voyez, notre Saint-Chamand est arrivé ici. Il va s'installer à un premier moment ici et il va tenter de faire ce qu'on lui avait demandé de faire, c'est-à-dire de rejoindre l'hôtel de ville pour dégager Talon, qui était coincé là. Et c'est là que se joue finalement le sort de la bataille, de l'ensemble des 3 journées, dans cet échec de Saint-Chamand pour arriver jusqu'à l'hôtel de ville dans la rue Saint-Antoine. La rue Saint-Antoine est très importante, hein, puisqu'on est dans le Paris de 1830. Voilà ce qui s'est passé dans la rue Saint-Antoine. Je vais avancer un peu. Voilà. Vous avez là une illustration bien faite le 28 juillet, fin d'après-midi, rue Saint-Antoine. Là, on voit du reste que ce qui était la force de frappe, entre guillemets, des colonnes militaires est réduit à néant. Pourquoi ? Parce que d'abord, la rue est très petite encore, hein, les barricades sont là, les soldats sont bombardés de meubles, de n'importe quoi qui est jeté par les fenêtres, ils sont écrasés. Et alors, très important, les cavaliers doivent mettre pied à terre. Donc l'effet de la charge de cavalerie est complètement nul. Ce qui nous montre là l'intérêt et l'importance de la barricade désormais dans le combat parisien. C'est casser la charge de cavalerie, qui peut effectivement déblayer à ce moment-là les émeutiers. Et puis d'autre part, ça empêche les canons d'avancer. Hein. Alors, ils ont bien progressé en détruisant des barricades, mais les barricades se reforment derrière eux. Et dans la fin de l'après-midi, ils sont coincés. Hein. Une bonne partie, effectivement, des troupes s'usent dans cette bataille, et, vous le voyez, ils n'arriveront jamais à l'hôtel de ville. Ils vont être coincés... Non. Voilà. Ils vont être coincés, mettons, à 300-400 mètres de l'hôtel de ville, ici. Ils n'y arriveront jamais. Et c'est dans cette situation très difficile où les soldats, du reste, manquent de cartouches. Ils n'avaient qu'une 40aine de cartouches au départ, parce qu'on ne prévoyait pas finalement un équipement. Rien n'avait été prévu du point de vue des troupes. Hein. Ils ont soif, ils n'ont pas d'équipement, et donc prudemment, Saint-Chamand va prendre sur lui de rapatrier ses soldats jusqu'à la place de la Bastille, et ils vont passer sur la rive gauche. Et ils vont revenir par là, hein, pour se rabattre à ce moment-là vers les Tuileries. Quant à Quinsonnat, hein, il a atteint effectivement avec de grandes difficultés la halle qui est ici, hein, à la base de la rue Saint-Denis, et il a tenté de remonter la rue Saint-Denis. Il y a perdu une bonne partie de ses hommes. Il a fallu qu'il soit renforcé après par l'arrivée d'un régiment de Suisse, hein, et puis il en restera à peine la moitié pour arriver jusqu'ici à la Porte Saint-Denis et évacuer son régiment par la banlieue. Et puis après, il y en a un dernier, hein, dont j'ai parlé, qui est ici, c'est donc Val. Hein. Val est ici, il va se retirer également là, et ça sera un autre échec. Finalement, le soir du 28, dans la nuit du 28 au 29,
les troupes, à l'exception de quelques régiments qui vont rester autour des Invalides et qui étaient cantonnés là, vont se replier sur le Louvre et les Tuileries, et le jardin des Tuileries qui est là, dans lequel justement ont été mis en place les campements. Voilà, donc la situation du point de vue militaire. Du point de vue politique, ce qui change, c'est que le 28 au matin, il y a des têtes politiques qui sont arrivées à Paris, qui n'étaient pas là. Et en particulier, il y a 2 personnages importants qui arrivent à Paris et qui vont être décisifs justement dans les grandes décisions. C'est Lafayette, qui était dans son château de Lagrange. Lafayette a 73 ans. Il a été déjà à la tête de la garde nationale en 1789, mais Lafayette, c'est la Révolution française. Donc c'est l'arrivée de la Révolution française dans une bataille où la Révolution française n'était pas prévue. Et d'autre part, l'autre tête importante, c'est le banquier Laffitte, qui est un des banquiers les plus importants de Paris, avec Casimir Périer, avec Rothschild, etc. Je cite les banquiers, pourquoi ? Parce que les banquiers sont populaires. Les banquiers sont populaires parce que nous sommes dans une situation où toutes les petites entreprises sont des entreprises qui exportent. Et elles ne peuvent exporter, ces entreprises parisiennes de bronze, de vêtements, etc., que dans la mesure où elles sont commanditées, aidées financièrement par des petits banquiers de quartier, et ces petits banquiers de quartier se refinancent auprès des grands banquiers parisiens. Donc vous avez une sorte de logique économique qui associe à ce moment-là du banquier jusqu'au travailleur, à l'artisan et au boutiquier. Ça changera en 1948. Mais là, nous avons une pyramide sociale qui, à la limite, est celle qui a été imaginée par Saint-Simon, par les Saint-Simoniens, les producteurs, en quelque sorte ceux qui font marcher la machine économique dans cette direction. Donc, Laffitte, personnage important, parce qu'en plus, il est très riche, il est parvenu, Laffitte, il est fils de Charon, et puis il a toujours la bourse ouverte pour les uns, pour les autres, il alimente aussi l'opposition politique. C'est un lien entre la finance et l'opposition libérale, bourgeoise. Avançons. Alors, nous sommes le 29 juillet. Le 29 juillet, tout change. Je vais aller rapidement, parce que je voulais voir d'autres choses. Le 29 juillet, c'est une journée décisive aussi, parce que c'est la contre-offensive du peuple de Paris vers les Tuileries. Pour le roi, pour le gouvernement Polignac, l'enjeu décisif, c'était de tenir l'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Pour le peuple de Paris, désormais, l'objectif décisif, c'est les Tuileries. Et les Tuileries, ils vont y parvenir dans la journée du 29. Et alors là, vous avez effectivement un élément intéressant, c'est donc le passage des insurgés, des émeutiers sur le Pont-Neuf. On voit la statue de Henri IV qui a été mise en place au début de la Restauration, qui est là. Vous avez le Louvre, les Tuileries. Et là, vous avez le défilé donc des émeutiers. Les choses ont changé, pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a le 29, bien évidemment le drapeau tricolore, mais surtout beaucoup de soldats qui se sont ralliés à l'émeute, des insurgés. Des soldats, des gardes nationaux en uniforme, autrement dit, l'insurrection devient un soulèvement du peuple de Paris qui parvient à entraîner avec lui effectivement la troupe de ligne. Il y a 3 troupes. La troupe de ligne, la garde royale qui résiste mieux, elle est bien encadrée, et la garde suisse, des bataillons étrangers qui sont à la garde des Tuileries. Ces 3 éléments vont faire défaut de façon différente. Ceux qui vont se rallier aux insurgés, c'est la ligne. Et on les voit là, ils sont là. Alors ils vont passer sur la rive droite, et toute la journée du 29 se fait effectivement dans un assaut sur les Tuileries. Vous avez ici, donc, vous voyez, l'Institut, la coupole. Ici, vous avez Alexandre Dumas, on ne le voit pas, mais enfin, je l'imagine, en train de ferrailler. Il y a le pont Royal qui est là-bas. Et donc, c'est l'assaut à ce moment-là. J'avance. Voilà, une bataille qui s'opère alors là au nord des Tuileries. Vous avez un personnage intéressant ici. C'est un polytechnicien. Alors apparaissent effectivement le 29 pas mal de polytechniciens, d'étudiants qui vont encadrer et mener en quelque sorte à la bataille les ouvriers. Ceci dit, c'est un tableau postérieur, bien évidemment, et qui donne aux polytechniciens, qui désormais occupent une place formidable, un rôle qu'ils n'ont pas eu de façon aussi marquante. Mais ils sont là. Du reste, il faut rendre hommage à un polytechnicien, Vanneau,
qui va se faire tuer dans la prise de la caserne des Suisses, la caserne Babylone, qui est rue de Babylone encore, qui est caserne de gendarmerie à l'heure actuelle. Et Vanneau, rue Vanneau, donc, est un polytechnicien qui va périr justement dans la bataille. Donc vous avez toute une série de personnages là. Et on voit encore en haut, c'est effectivement la garde royale avec les bonnets à poil, qui tire effectivement du balcon. J'avance. Alors, élément très important, nous avons là la façade du Louvre, la façade est du Louvre. Et dans la bataille du 29, les Parisiens ici vont pouvoir attaquer le Louvre qui était en travaux ici, une série d'échafaudages. Des échafaudages vont permettre de mettre sur pied justement cette espèce d'échelle, un appentis, qui va permettre donc, c'est pour ça qu'il a été représenté après la bataille, de rentrer dans le Louvre. Et dans le Louvre, il est défendu uniquement par la garde suisse. La garde suisse, ce qu'on appelle les habits rouges, qui sont haïs de la population. Ils sont arrogants, ils sont violents, ils ne paient pas souvent dans les goguettes. Et donc, c'est les troupes étrangères. Et donc, c'est vraiment ce qui symbolise dans l'esprit des Parisiens, qui sont très patriotes, une monarchie revenue dans les fourgons d'étrangers. Il y a des gardes suisses. Comme en 1792. Le 10 août, c'est les gardes suisses qui avaient encore défendu effectivement le Palais Royal. Là, nous sommes effectivement dans le même scénario. Et après, donc, à la suite d'ordres du reste qui ont été mal transmis, il y aura une panique chez ces gardes suisses qui vont s'échapper du Louvre et aller en direction du Carrousel et des Tuileries. Et voilà la prise donc des Tuileries. On voit du reste là, c'est très clair, ils ont l'habit rouge, c'est les Suisses qui sont là et qui sont attaqués bien évidemment par la population parisienne. Nous avons ici un personnage qui est plutôt un bourgeois, mais nous avons aussi des ouvriers. Les combats ont été assez féroces. Et en tout cas, donc, dans la soirée du 29, désormais, la situation est acquise pour l'insurrection. Paris est libéré, finalement. Et ce qui est formidable, c'est que dès la soirée du 29, début de la nuit du 29, des messageries vont partir de tous côtés, des voitures pavoisées en tricolore pour porter au département la grande nouvelle, Charles X a cessé de régner dans la capitale. Alors, après, bien évidemment, il y a les issues politiques. Je n'ai pas le temps d'évoquer ces issues politiques parce que je voulais revenir sur quelques aspects qui concernent spécifiquement la ville et Paris. En tout cas, ces issues politiques, vous les connaissez. Pendant la journée du 29 et du 30 vont émerger des têtes politiques. En particulier Lafayette, Lafitte que j'ai évoqué, mais aussi la décision finalement de Thiers, qui dès le départ était à la manœuvre, de mettre sur pied donc une solution de remplacement orléaniste, faire appel au duc d'Orléans, qui prudemment s'était tenu en dehors de Paris et qui n'était pas très chaud pour se lancer dans l'aventure, faire appel au duc d'Orléans pour désormais occuper le trône. Ce qui va provoquer l'accélération des phénomènes, c'est que le 29 a été mise en place une commission provisoire de la ville de Paris à l'hôtel de ville qui va gérer les affaires courantes. Et puis, rapidement, la situation va se dénouer le 31 juillet avec l'appel au duc d'Orléans. Et donc, ce duc d'Orléans, qui a accepté finalement de revenir au Palais Royal, qui est sa demeure, va à l'appel donc de Thiers, de Lafayette, venir se présenter à l'hôtel de ville, à la foule parisienne. Le voilà qui part du Palais Royal. Voilà le futur Louis-Philippe ici. Vous voyez un peu l'importance des barricades autour du Palais Royal. C'est un bazar extraordinaire. Il y a Benjamin Constant, du reste, qui était là, qui s'est foulé la cheville, qui est désormais dans une chaise à porteur. Lafitte aussi. Les banquiers n'avaient pas beaucoup, effectivement, d'exercice physique. Et Lafitte aussi était transporté dans une brouette. Et donc, c'est un cortège assez pittoresque qui va quitter le Palais Royal et qui va se porter... Voilà. C'est une maquette qui est à Carnavalet, qui est formidable, et qui nous montre l'arrivée, donc, le 31, dans l'hôtel de ville, qui est en réfection lui aussi à ce moment-là, de Lafayette, du duc d'Orléans. Et il va
se présenter à la foule. Malheureusement, la diapo n'est pas de bonne qualité. La solution orléaniste, donc, est acquise difficilement parce qu'il y a une résistance républicaine, une résistance bonapartiste, mais c'est Lafayette, en tant que symbole de la Révolution française, qui va faire la décision. Et donc, le 7 août, on va faire appel à Louis-Philippe Ier, roi des Français, par la grâce de Dieu et la volonté nationale. Autrement dit, désormais, la monarchie change de nature, change de sens. La monarchie de Charles X était encore imprégnée de droits divins. Il s'était fait sacrer à Reims, loin de l'huile sainte. Louis-Philippe est, lui, dans un régime représentatif. C'est une sorte de contrat avec la nation. On dit un mariage civil avec la nation. Voilà ce que je voulais dire sur les événements politiques, mais je reviens sur quelques points qui me semblent caractériser, alors plus directement, Paris. Et en particulier, je voudrais revenir sur le personnage des insurgés, qui est intéressant. Combien était-il et quelle est cette population de Paris qui s'est engagée dans la bataille? Je reviens sur cette image qui symbolise un peu, même si c'est de façon figurée et tardive, les combats. On a, du côté des combattants, à peine une dizaine de milliers de combattants. Moins de 10 000, probablement. Alors qu'il y avait 11 000 à 12 000 hommes de troupes qui ont été mobilisés dans la bataille. Mais le parallèle n'a guère de sens parce que les troupes avaient pari contre elles, alors que les insurgés étaient soutenus avec une folle ardeur par toute une population qui, je vous l'ai montré tout à l'heure, sans être sur les barricades ou engagés dans les assauts des édifices publics, a participé directement à la bataille. Alors on possède une idée assez précise de la composition sociale de ces insurgés grâce à l'analyse d'une liste qui a été établie en 1831 par la Commission des récompenses nationales. Et cette Commission des récompenses a accordé des aides aux combattants des Trois Glorieuses, et il y a 200 victimes des Trois Glorieuses qu'on connaît, et d'autre part 1327 blessés. C'est une liste. Et donc un historien anglais, Trogot, a fait son analyse, et on a donc des renseignements assez précis. Alors, premier élément, tout d'abord, ce qui domine, c'est le monde de la petite entreprise. Autrement dit, on voit que près d'1 millier parmi justement ces combattants récompensés, ou leurs veuves, près d'1 millier, soit les 2 tiers, étaient des artisans et des ouvriers qualifiés. Artisans et ouvriers qualifiés. Par ordre décroissant, les charpentiers, les menuisiers, les ébénistes, des maçons, des cordonniers, des serruriers, des joailliers, des typographes, des tailleurs. Autrement dit, une composition sociale très proche de celle de la Révolution française, des sans-culottes. On est encore effectivement pas loin de la première révolution. On voit le poids considérable des métiers du bâtiment. Ça tient à la construction, à tous les travaux justement qui étaient en cours dans Paris. En revanche, les travailleurs qu'on appelle ouvriers, commis, garçons, domestiques, manœuvres, les professions moins qualifiées, ils sont 300. Et ils sont donc sous-représentés à l'échelle de la population de la capitale. C'est surtout les ouvriers qualifiés qui sont allés au combat et qui avaient une conscience politique, en quelque sorte, qui les a poussés à la bataille. On voit également que la bourgeoisie est très peu nombreuse dans les listes de la commission. 85 seulement sur les 1300-1400 que j'évoquais. Ce qui veut dire qu'on a quelques noms de médecins, d'enseignants, mais aucun journaliste, aucun banquier, aucun député. Ce qui veut dire que les représentations que je vous ai montrées tout à l'heure sont des représentations quand même assez tronquées, où on voit en quelque sorte le poids important de l'élite libérale, en quelque sorte, dans les initiatives. On voit donc le poids de ces ouvriers qualifiés qui sont soudés par des solidarités de métiers, frondeurs, attachés aux libertés, patriotes, et qui ont vibré aux 3 couleurs. Et ça, c'est important dans tout le XIXe siècle. On le verra dans la Commune de Paris, qui est une insurrection patriote. Le thème des 3 couleurs, la résistance à des gouvernements élitistes, aristocratiques ou autoritaires, despotiques, qui sont toujours liés à l'étranger. Ça, je crois qu'effectivement, c'est le cœur de la formation d'un sentiment national français
qui apparaît, pas seulement dans les batailles, mais également dans le cadre des révolutions. Je l'évoquais au départ, 67% de ces combattants, 76% sont nés hors de Paris. C'est même plus que la moyenne parisienne, c'est 67% des Parisiens qui ne sont pas nés à Paris. Mais là, parmi les récompensés, 76%. Donc on voit justement comment Paris a fait de migrants le peuple de Paris, comme dit Hugo, puisque Hugo va s'adresser à la foule, vous savez, vous êtes un peuple désormais. Hein. D'autre part, élément aussi intéressant, le rôle des gamins, qu'on a vu justement sur les tableaux, est assez limité. Hein. Le personnage de Gavroche sera immortalisé par Hugo, mais pour 1832, pas pour 1830. Hein. Et donc les barricades de Hugo ne sont pas celles de 1830. Mais en tout cas, parmi les morts, ne figurent que 4 garçons de moins de 15 ans. 4. On voit aussi qu'il y a très peu de femmes. Hein. Il y en a 55 sur l'ensemble de la liste. On voit aussi que ces combattants étaient dans l'ensemble des hommes d'âge plutôt mûr. Hein. 54% avaient entre 25 et 35 ans. Autrement dit, à peine 5% de ces combattants étaient assez âgés pour avoir des souvenirs personnels de la Révolution. La Révolution n'est quand même pas présente sous la forme de personnages. Lafayette a 73 ans. Il va être nommé à nouveau commandant de la garde nationale. Mais bon, il n'est pas sur les barricades. Hein. En revanche, ce qui est important, c'est que plus de la moitié de ces combattants, dont on a l'âge, hein, et qui donc sont bien répertoriés, plus de la moitié pouvaient avoir servi dans l'armée impériale. Ce qui explique du reste qu'ils ont été très habiles à manier les fusils. Hein, et aussi bien finalement que les hommes de troupe. Donc nous avons là aussi une société qui a connu les guerres napoléoniennes. Ce que je n'ai pas évoqué, d'autre part, c'est que ce qui explique la mobilisation, probablement, c'est le caractère grave de la crise économique. Hein. Le prix du pain, en juillet, justement, 1830, atteint un pic, comme en 1789. Hein. La misère, le chômage est important. La crise immobilière sévit et il y a beaucoup de chantiers, je vous l'ai dit, qui étaient abandonnés. Et d'autre part aussi, ce qui est important, c'est que les Parisiens souffrent depuis assez longtemps d'une espèce de répression tatillonne contre tout ce qui fait, je dirais, le sel de la vie parisienne. Hein. Les 2 préfets de police qui se sont succédés, Bellem et puis Mangin, qui est celui de Polignac, ont essayé de lutter contre un désordre ambiant, une délinquance, en pensant que lutter contre le désordre dans la ville, c'était rétablir l'ordre dans les esprits. Et je vous citerai simplement un petit pamphlet écrit en 1830 qui fait un peu l'inventaire de ces tracasseries qui ont exaspéré la population et qui font passer, disons, d'une souffrance économique et sociale à une exaspération, je dirais, politique et intellectuelle qui a poussé les gens vers les barricades. Voilà ce que dit ce pamphlet. Dans d'anciens règlements tombés en désuétude, furent exhumés des archives et remis en vigueur de vieux règlements. Les marchands reçurent l'injonction de ne plus étaler à l'extérieur de leur boutique. Les permissions de billard accordées aux limonadiers furent soumises à une rigoureuse révision. Une partie des bals publics furent supprimées. Défense furent faites aux épiciers et aux limonadiers de brûler du café devant leur établissement. Polichinelle lui-même fut exilé des places publiques. Enfin, la loi sur les dimanches et fêtes fut exécutée dans toute sa rigueur. Je vous rappelle que le dimanche avait été le dimanche jour du Seigneur avait été rétabli en 1814, mais la population parisienne était contre. Hein. On voulait travailler, on voulait consommer, etc. le dimanche. Et donc là, c'est l'Église qui a fait pression pour rétablir le repos du dimanche, et la population parisienne était contre. On pourrait multiplier les exemples de ces tracasseries qui sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans une situation économique difficile. Un autre élément important aussi que je voulais souligner, j'ai encore un tout petit peu de temps, c'est le phénomène de la barricade. Le phénomène de la barricade est intéressant. Hein. Je vais en dire 2 mots maintenant.
nous avons une représentation là des barricades de 1830 et des barricades de 1848. L'église Saint-Méry est là, vous voyez, hein, la rue des Lombards. Nous sommes sur la rive droite, la rue Saint-Denis est là, voyez. Et vous avez là, d'après des travaux, des documents qui ont été pris dans les archives de l'armée, un dispositif de barricades. Et ce qui est tout à fait intéressant, donc le premier élément, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte de mémoire des barricades dans le dispositif des émeutiers. Elles sont pratiquement au même endroit en 1830 et en 1848. Hein. Ce qui veut dire qu'on a affaire à ce que les militaires appellent des nœuds insurrectionnels, qu'on retrouve effectivement de révolution en révolution. Pour plus de la moitié des barricades de 48, elles ont été faites spontanément, dans des endroits qui existaient déjà en 1830. Alors il y a des logiques. Logique, c'est des croisements. D'autre part aussi, il s'agit de bloquer le passage, d'avoir une ligne de feu suffisamment longue pour porter. Mais il y a aussi des choix tactiques qui ne répondent pas seulement à l'efficacité du feu, mais qui sont liés aussi très souvent à des solidarités de quartier. En fait, la barricade, c'est la barricade du quartier. Et les gens se connaissent, ils travaillent dans le même métier parce que les métiers sont concentrés par rue, par quartier, sous forme de spécialité. Et donc on se bat dans son quartier, on fait sa barricade. Ça restera jusqu'à la commune. Le modèle de la commune, mais qui là est catastrophique, c'est chacun dans son quartier, en 71, dans la semaine sanglante. Ce qui veut dire que là, on s'offre en quelque sorte aux troupes de tiers qui vont pouvoir manœuvrer dans des conditions bien plus faciles que celles auxquelles est confronté Marmont, parce que ce pari-là a été déblayé. Donc là, vous voyez, c'est un point qui est intéressant à souligner. D'autre part, voilà la carte des barricades de 1830. Elle est intéressante. Les barricades, les principaux combats qu'on nous montre. Voilà donc l'hôtel de Villars, les Tuileries sont là. Alors, il y a quelques remarques à faire sur ce scénario. On voit que la révolution de 1830 est quand même fondamentalement une révolution de la rive droite. Donc une révolution qui est l'explosion en quelque sorte du Paris travailleur, le Paris industriel qui s'est développé depuis la Révolution et l'Empire. Très grande densité donc, mais en même temps ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas à cette époque, vous pouvez le remarquer, un Paris ouvrier des barricades et un Paris bourgeois de l'Ouest. Nous avons une densité donc à peu près équivalente de toute la rive droite, jusqu'ici. Et on voit comment tout a été occupé, avec une densité peut-être un peu plus forte ici. On voit en revanche que la rive gauche a eu peu de barricades. Il y en a au niveau, finalement, vous voyez, le Panthéon est là, donc on a la rue Mouffetard, il y a, mais pas grand-chose en fait. J'avais oublié la caserne de Babylone, voilà la caserne de Babylone tout à l'heure, vous voyez, je parlais justement de Vanneau. En tout cas, pourquoi ? C'est pourtant un Paris populaire. Et c'est un Paris beaucoup plus populaire, plus pauvre, un Paris d'entrepôt, un Paris très isolé, un Paris qui n'est pas intégré à la logique de développement de la rive droite, qui va être celle aussi de l'osmanisation et de la monarchie de Juillet avant. Alors c'est intéressant, pour voir et pour comparer, prenons les barricades de 1848. Alors, vous voyez donc le dispositif est tout à fait différent. Quelle différence ? Bon, d'abord, vous voyez là, c'est la ceinture des boulevards, ici, qui délimite bien le Paris 1830. On est dans un Paris effectivement limité par cette ceinture nord des boulevards. Mais regardez, donc vous avez désormais, en 48, c'est une des grandes caractéristiques, c'est la mobilisation de la banlieue. Celle qui va être intégrée dans ce qu'on appelle donc les 20 arrondissements. Les 12 arrondissements vont être élargis aux 20 arrondissements. Et vous avez là les fortifications de Thiers, 1840, qui délimitent donc désormais ce qui va être le Paris d'Haussmann. Alors, c'est un point important parce que cette mobilisation-là montre que sous la monarchie de Juillet,
l'habitat ouvrier, l'activité industrielle se développe au-delà des murs, enfin au-delà de la ceinture des fermiers généraux. Et dans ces quartiers qui vont être intégrés dans les arrondissements nord et est de Paris. C'est ce qui explique du reste l'intégration voulue par Haussmann en 1860. C'est parce qu'il fallait régler administrativement ces quartiers qui avaient lutté contre Cavaignac en 1848. Et puis, il y a une deuxième chose qui est tout à fait remarquable, c'est que nous avons un Paris-Est et un Paris-Ouest, qui n'existe pas en 1830. Nous avons encore en 1830 une population qui est beaucoup plus mêlée. Une population donc dans laquelle, très souvent, mais même dans le 7e arrondissement actuel, comme la rue des Saints-Pères, etc., les rues Lille, etc., vous avez à la fois des artisans, l'aristocratie. On a des quartiers mêlés, enfin, sociologiquement, même dans l'illustre faubourg. Là, désormais, on voit la différence. Et puis, on voit comment la rive gauche aussi intervient. Il faut dire que la rive gauche s'industrialise beaucoup pendant les années 1830-1840. Et donc là, nous avons un ensemble tout à fait différent. Bon, j'ai plus beaucoup de temps, mais je voulais simplement... Oui, nous sommes à 14 heures, nous sommes dans les temps. Dans quelques minutes qui me restent, je voulais simplement évoquer et vous montrer ce qui reste de 1830 dans le Paris du 19e siècle et le Paris contemporain. Avec un premier élément, c'est comment représenter 1830 et quelle est la marque de 1830 dans le Paris actuel. Alors, bon, voilà la marque de 1830. C'est la colonne de Juillet. Cette colonne de Juillet, elle est très intéressante parce qu'elle a été voulue presque tout de suite après les événements de 1830. Et bien évidemment sur la place de la Bastille, qui est en quelque sorte, par antiphrase, une place révolutionnaire, alors que c'était effectivement la place de la Bastille, la prison. Et c'est dès novembre 1830 que Louis-Philippe, le nouveau monarque, a décidé de faire effectivement une colonne de la Bastille sur une colonne érigée en hommage aux héros de 1830. Mais alors cette colonne a une histoire assez compliquée entre 1830, date à laquelle elle est décidée, et 1840, 10 ans après, qui est son inauguration. 28 juillet 1840, 10 ans après le 28 juillet, on a inauguré donc la colonne de la Bastille. Alors, elle a été compliquée, pourquoi ? D'abord à construire, parce qu'elle est sur une voûte. En dessous coule le canal Saint-Martin. Et donc il y a un problème de poids. On avait imaginé au départ une colonne en marbre, style colonne Trajane, parce que on voulait faire quelque chose qui se rallierait à l'Antiquité. Et puis on a abandonné. Et on a fait une colonne en bronze. Et une colonne en bronze, donc, dont vous voyez du reste... le chapiteau est tout à fait différent, beaucoup plus large, effectivement, que celui des colonnes de Trajane. Il y a 3 fûts, 3 journées. Et vous pouvez, on va voir, je ne sais pas si je l'ai là, c'est plutôt sur celle d'après, les noms des victimes de 1830. Elle est intéressante aussi parce que on avait confié justement sa construction à l'architecte à Lavoine, qui est un architecte important de l'époque, Duc lui a succédé après la mort d'Alavoine. Mais en tout cas, Alavoine avait l'intention de mettre en haut un personnage de femme. Parce que, bien évidemment, on le voit du reste dans La liberté guidant le peuple. Désormais, ce qui incarne la liberté, c'est une femme. Seulement une femme, dans le débat politique, c'était la République. Et nous sommes dans une monarchie, la monarchie tricolore. Donc le problème s'est posé, et celui qui l'a détecté tout de suite, c'est Thiers, qui est un fin politique et qui a dit si on met effectivement une femme en haut, les républicains vont en faire en quelque sorte leur colonne. Et le sens de cette révolution qui a porté finalement Louis-Philippe au pouvoir, ça sera un sens de la République. Et c'est la raison pour laquelle on a changé de cap, ça, et on a mis surtout, je vais y arriver après, ça me manque, non, le voilà.
le génie ailé, qui est une création de Thiers, et qui a dit non, on ne mettra pas une femme, on va mettre un génie ailé, qui effectivement rompt ses chaînes, donc c'est la liberté, et qui d'autre part éclaire avec la torche, c'est la civilisation, c'est les Lumières, un héritage en quelque sorte des Lumières classiques. Et ce jeune garçon, ce génie ailé sur le monde, porte le message de la liberté, mais ça n'est pas effectivement une Marianne. Et enfin, progressivement, et c'est Rémusat, ministre de l'Intérieur, qui un peu plus tard va faire évoluer encore le projet en disant on ne va pas seulement en faire effectivement un hommage aux morts, on va enterrer les restes des morts sous la colonne de la Bastille. Et vous savez que la colonne de la Bastille est un caveau dans lequel effectivement ont été réunis les restes des combattants de 1830, qu'on a retrouvés dans des fosses communes, effectivement, qui avaient été dispersées. Surtout, il y en avait une près du Champ de Mars, il y en a une près des Tuileries, il y en avait une derrière le Louvre. On l'a creusé, on a rassemblé les restes, et les restes ont été portés donc de nuit, à la veille de l'inauguration, 3 ou 4 jours avant, de nuit dans la colonne, parce qu'on craignait effectivement que la population parisienne désormais accompagne ces restes et donne un sens contestataire à l'égard de la monarchie dans cette opération. Du reste, la légende dit que dans les fosses du Louvre, où il y avait une centaine effectivement de morts qui avaient été enterrés là, on a trouvé les restes, on aurait mis en même temps une momie égyptienne qui avait été rapportée par Napoléon et qui se trouvait près du Louvre. Bon, c'est probablement une légende, mais elle est assez jolie finalement. Et puis vous voyez après, donc, l'inauguration, le 28 juillet 1840, en grande pompe, effectivement, de cette colonne de la Bastille, qui est le dernier moment, en fait, où la monarchie de Juillet a pu encore, finalement, intégrer, adopter cette colonne de la Révolution dans son image, finalement, monarchique. Je dis bien que c'est la dernière parce que la cérémonie a bien fonctionné, mais entre 1840 et 1848, progressivement, la colonne de la Bastille va être le lieu de rencontre des contestataires, des républicains. En 1848, les premières grandes manifestations se tiennent sur la place de la Bastille. Pendant la Commune de Paris, tous les grands rassemblements commencent après le 18 mars sur la place de la Bastille. Et puis, je ne vous dis pas, jusqu'en 1981, donc la Bastille a été en quelque sorte adoptée par les républicains à contre-emploi. Ceci dit, qui se souvient de tout ça, finalement ? Par contre, dans la mémoire populaire globale, je crois que le souvenir de 1830, en 1848, la colonne, vous voyez, la place de la Bastille est différente encore. Je conclurai par Delacroix, auquel j'ai consacré un livre, là, il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est la représentation, je pense, la plus célèbre de 1830, qui est à la fois peut-être la plus fidèle, parce que Delacroix a quand même représenté un Paris ouvrier qui prend les armes, et c'est le sens de 1830, c'est une insurrection populaire. Étant entendu, il ne faut pas l'oublier que cet homme, ici, n'est pas un bourgeois. Il a un pantalon de travailleur, et donc il représente probablement un chef d'atelier. Mais vous avez 2 ouvriers de chaque côté. Voilà le fameux Hector dont je parlais tout à l'heure. Hector est un personnage d'Homère, tiré par un char qu'on retrouve toujours et qui est en quelque sorte, le voilà aussi. Vous avez bien évidemment la liberté qui, elle, va incarner ultérieurement la République, et qui donc caractérise le tableau de 1830. Peut-être dans une autre conférence, je ferai un commentaire du tableau. Je vous remercie.